vous vous promenez dans l'agora de l'Athènes antique, admirant les colonnes de marbre et les débats philosophiques, quand vous remarquez quelque chose qui vous glace le sang. Une jeune fille, âgée de 12 ans à peine, est traînée par des chaînes vers un bâtiment où ses cris résonneront pendant des années. La Grèce antique nous a donné la démocratie, la philosophie et les fondements de la civilisation occidentale. Mais derrière les façades de marbre rutilantes et les prouesses intellectuelles se cache un système d'esclavage féminin si brutal que le simple fait de le documenter devient un exercice de confrontation avec les pulsions les plus sombres de l'humanité. Ce que vous allez découvrir provient de documents juridiques, de témoignages judiciaires et de preuves archéologiques qui révèlent comment une civilisation entière a bâti sa prospérité sur la destruction systématique de la vie des femmes. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés ni de malentendus culturels. Il s'agissait de politiques institutionnelles réduisant les êtres humains à de simples biens vivants, où la valeur d'une femme se mesurait uniquement à sa capacité de travail et d'exploitation sexuelle. Les pratiques que nous allons explorer n'étaient pas des aberrations. Elles constituaient le fondement du fonctionnement de la société grecque pendant des siècles. Avant de continuer, si les vérités cachées de l'histoire ancienne vous intéressent, pensez à vous abonner et à me dire d'où vous regardez la série dans les commentaires. C'est incroyable de pouvoir explorer ensemble ces histoires oubliées depuis différents coins du monde, unies par notre besoin commun de comprendre le passé, aussi inconfortable soit-il. L'aspect psychologiquement le plus dévastateur de l'esclavage féminin dans la Grèce antique commençait avant même que ces femmes ne puissent se souvenir. Les jeunes filles étaient achetées spécifiquement pour un entraînement sexuel, souvent avant même d'avoir atteint leur 5e anniversaire. Le cas de Nara offre un aperçu terrifiant de ce processus systématique de manipulation sexuelle, qui ferait paraître les opérations de traite modernes primitives en comparaison. Nara est probablement née à Corinthe, mais ses origines importent moins que ce qui lui est arrivé après son abandon alors qu'elle était encore bébé. Une femme nommée Nicaret a découvert le bébé et y a décelé un potentiel de profit considérable, un potentiel de beauté future. Nicaretti avait développé une expertise qui ressemble au résumé d'un cauchemar. Elle savait identifier les filles abandonnées qui deviendraient les femmes les plus désirables et avait mis au point un système de dressage conçu pour maximiser leur valeur en tant que produit sexuel. Le processus était terriblement systématique. Nicaret acheta cette jeune fille alors qu'elles étaient encore petites, les élevant dans ce qui semblait être un foyer normal tout en les préparant systématiquement à une vie d'exploitation sexuelle. Elle les appelait ses filles, créant ainsi une façade familiale qui lui permettrait d'exiger des prix plus élevés auprès des acheteurs potentiels. La tromperie était calculée et cruelle. En présentant ces filles comme des femmes libres plutôt que comme des esclaves, elle pouvait leur facturer des tarifs plus élevés. La formation elle-même révèle la nature méthodique de cette exploitation. Ces enfants n'étaient pas simplement abusés au hasard. Ils étaient éduqués à la musique, à la danse, à la conversation et aux arts de la séduction avec la même attention portée aux détails que les enfants libres recevaient en mathématiques et en rhétorique. Mais leur éducation avait un seul but horrible, chaque compétence qu'ils apprenaient visait à les rendre plus précieux comme objets sexuels aux yeux des riches grecs. La manipulation psychologique était aussi sophistiquée que dévastatrice. Les filles étaient élevées dans la conviction que servir sexuellement les hommes était leur vocation naturelle, que leur valeur en tant qu'être humain dépendait entièrement de leur capacité à satisfaire leur futur maître. On leur enseignait à rivaliser entre elles pour attirer l'attention et l'approbation, veillant à ce que même leurs relations avec les autres victimes soient corrompues par le système qui les asservissait. Lorsque ces filles atteignaient la puberté, la phase finale de leur marchandisation commençait. Nicaret vendait leur virginité aux plus offrants, souvent des hommes riches, qui considérait la défloration des jeunes esclaves comme un divertissement. Les prix exigés pour ces transactions révèlent l'ampleur économique de ce système. Une seule nuit avec une esclave vierge pouvait coûter plus que ce que la plupart des citoyens libres gagnaient en un an. Après leur vente initiale, ces femmes étaient confrontées à un avenir sans possibilité d'évasion ni d'amélioration. Elles devenaient des pornées, la classe la plus basse des prostituées de la société grecque, travaillant dans des maisons closes où elles n'avaient aucun contrôle sur leur corps, leurs revenus ou leur vie. Les conditions qu'elles subissaient rendaient les discussions modernes sur l'exploitation inadaptées en comparaison. Le bordel fonctionnait avec la même efficacité que n'importe quelle autre entreprise. Les femmes étaient censées servir plusieurs clients chaque jour,
leurs revenus revenant entièrement à leurs propriétaires. Elles recevaient un minimum de nourriture et un abri, juste assez pour rester fonctionnelles et rentables. La grossesse était strictement interdite, car elle empêchait leur accès aux clients. Les méthodes utilisées pour prévenir les grossesses étaient primitives et dangereuses, faisant souvent appel à des substances toxiques causant des dommages permanents à leur système reproducteur. Mais l'exploitation sexuelle n'était qu'une dimension de l'horreur à laquelle ces femmes étaient confrontées. Le système juridique de la Grèce antique a créé un cadre qui rendait ces abus non seulement acceptables, mais aussi protégés par la loi. Les esclaves vivaient dans un état de mort légale complète. Elles ne pouvaient posséder de biens, conclure de contrats ni témoigner devant un tribunal, sauf si leur témoignage était révélé sous la torture. Cette exigence, cette logique sadique sous-tendait les pratiques juridiques grecques. Lorsque les femmes esclaves étaient appelées à témoigner, elles étaient étendues sur des chevalets et fouettées pendant leur déposition. Les Grecs croyaient que les esclaves ne diraient la vérité que sous la contrainte extrême. La douleur devint donc une condition préalable à toute participation légale. De nombreuses femmes moururent lors de ces interrogatoires. Leur corps était littéralement détruit lors de l'extraction d'informations qui n'étaient peut-être même pas pertinentes pour l'affaire en question. La violence physique s'étendait bien au-delà des procédures judiciaires et touchait tous les aspects de la vie quotidienne. Les maîtres étaient légalement autorisés à battre, marquer et enchaîner leurs esclaves sans aucune restriction, si ce n'est qu'ils ne pouvaient pas les tuer sur le champ. L'interdiction du meurtre ne reposait pas sur le respect de la vie humaine, mais sur la crainte pratique que les esclaves morts ne puissent générer de revenus. Le marquage au fer rouge était une pratique courante, utilisée à la fois pour l'identification et la punition. Les esclaves étaient marqués de symboles au fer rouge qui désignaient leur propriété et parfois leur fonction spécifique au sein du foyer. Ces marques servaient de rappel permanent de leur statut de propriété. Des cicatrices visibles les empêchaient de passer pour des femmes libres, même si elles parvenaient à échapper à leur esclavage. Les chaînes utilisées pour immobiliser les femmes esclaves étaient conçues non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour l'intimidation psychologique. De lourdes chaînes de fer autour des chevilles et des poignets rendaient leurs mouvements difficiles et rappelaient constamment leur impuissance. Certains esclaves domestiques portaient des chaînes plus légères qui leur permettaient de travailler mais les empêchaient de s'échapper, tandis que d'autres étaient enfermés dans des cellules souterraines lorsqu'ils ne servaient pas activement leur maître. La banalisation de cette violence est peut-être l'aspect le plus effrayant de tout ce système. La littérature grecque fait allusion au tabassage des esclaves comme à une technique courante de gestion domestique. Des philosophes comme Aristote ont abondamment écrit sur les méthodes appropriées pour contrôler le comportement des esclaves par le châtiment corporel, considérant la souffrance humaine comme un problème technique exigeant des solutions systématiques. Déostine, l'un des orateurs les plus célèbres d'Athènes, a soutenu devant le tribunal que le châtiment corporel était non seulement acceptable pour les esclaves, mais nécessaire au maintien de l'ordre social. Il affirmait que le corps d'un esclave était tenu responsable de tous les méfaits, tandis que les châtiments corporels devaient être le dernier recours pour les citoyens libres. Il ne s'agissait pas d'une rhétorique controversée destinée à choquer le public. Il s'agissait d'un raisonnement juridique courant reflétant des valeurs sociales largement acceptées. L'ampleur de l'esclavage des femmes dans la Grèce antique était stupéfiante, quel que soit le critère historique. Des preuves archéologiques suggèrent que les esclaves représentaient entre 20 et 30% de la population des grandes villes comme Athènes, les femmes et les enfants constituant une part importante de cette main-d'œuvre asservie. Il ne s'agissait pas de prisonniers de guerre ni de criminels purgeant une peine. Il s'agissait d'êtres humains achetés et vendus comme du bétail sur des marchés ouverts à tous dans le monde grec. Les marchés aux esclaves fonctionnaient avec l'efficacité des bourses de marchandises modernes. Les femmes étaient classées selon leur âge, leur apparence, leurs compétences et leur expérience sexuelle, et les prix fluctuaient en fonction de l'offre et de la demande. Les marchands se spécialisaient dans différents types d'esclaves, certains se concentrant spécifiquement sur les jeunes femmes destinées à l'exploitation sexuelle. Le commerce était si rentable que les Grecs fortunés investissaient dans la traite des esclaves, de la même manière qu'aujourd'hui, les investisseurs achètent des actions ou des biens immobiliers. Le processus d'achat lui-même révèle la déshumanisation calculée au cœur de la société grecque. Les acheteurs potentiels examinaient les esclaves féminines comme du bétail au marché, vérifiant leur santé dentaire,
inspectant leur corps à la recherche de cicatrices ou de malformations, et testant leur réactivité aux ordres. Les femmes étaient contraintes d'exhiber leur corps devant des foules d'hommes qui discutaient de leurs attributs physiques aussi ouvertement qu'ils auraient pu évaluer un cheval ou un bœuf. Les esclaves les plus précieux étaient ceux qui pouvaient remplir plusieurs fonctions au sein d'un foyer. Une femme capable de cuisiner, de faire le ménage, de tisser et de satisfaire sexuellement son maître était plus chère qu'une femme aux compétences limitées. Cette logique économique a engendré un cauchemar de polyvalence. Les femmes devaient maîtriser les arts domestiques en plus des techniques sexuelles, sachant qu'une incapacité dans un domaine quelconque pouvait entraîner une vente à des conditions pires. L'élevage d'esclaves ajoutait une dimension supplémentaire à ce système. Certains Grecs fortunés menaient ce que l'on peut qualifier de programme de reproduction humaine, sélectionnant des esclaves féminines aux caractéristiques désirables et les forçant à se reproduire avec des esclaves masculins choisis pour leurs caractéristiques complémentaires. Les enfants nés de ces unions appartenaient entièrement aux propriétaires, qui pouvaient les vendre, les tuer ou les élever à des fins spécifiques au sein du foyer. Les esclaves enceintes étaient confrontées à des choix impossibles, qu'elles n'étaient pas autorisées à faire elles-mêmes. Les maîtres forçaient généralement les femmes à avorter par des méthodes primitives et dangereuses, car la grossesse empêchait leur utilité pour le travail et la sexualité. Ces procédures impliquaient des herbes toxiques, des traumatismes physiques et des instruments rudimentaires qui entraînaient souvent des dommages permanents, voire la mort. Lorsque les enfants étaient autorisés à naître, ils étaient immédiatement séparés de leur mère. Il était interdit aux femmes esclaves de nouer des liens affectifs avec leurs enfants, considérés comme la propriété du foyer plutôt que comme leurs enfants. Les mères qui manifestaient un attachement excessif à leur bébé étaient soumises à des châtiments brutaux destinés à rompre ces liens naturels. L'élimination systématique des enfants esclaves non désirés révèle la faillite morale totale de ce système. Les jeunes esclaves étaient régulièrement mis à mort par exposition, abandon ou meurtre pur et simple lorsque leurs propriétaires les jugeaient économiquement non viables. Les filles étaient particulièrement vulnérables, car elles étaient considérées comme moins utiles que les garçons pour la plupart des formes de travail. La société grecque avait élaboré des justifications élaborées pour ces pratiques, permettant aux citoyens libres de participer à des atrocités systématiques sans remettre en question leur propre moralité. Des philosophes comme Aristote soutenaient que certaines personnes étaient naturellement nées pour être esclaves et que leur nature inférieure rendait l'esclavage bénéfique tant pour l'esclave que pour le maître. Ce cadre intellectuel a fourni une justification confortable à des pratiques que tout observateur moderne reconnaîtrait comme des crimes contre l'humanité. La dimension religieuse de l'esclavage ajoutait la torture spirituelle aux violences physiques et psychologiques. Les esclaves étaient contraintes de participer à des cérémonies religieuses familiales célébrant le système même qui les asservissait. Ils devaient verser du vin pour des libations en l'honneur des dieux qui auraient sanctionné leur esclavage, servir lors de festins célébrant la prospérité de leur maître bâti sur leur souffrance, et entretenir des sanctuaires dédiés à des divinités qui ne leur offraient ni protection ni espoir. L'aspect le plus dévastateur de la participation religieuse était la façon dont elle corrompait la relation des esclaves à toute source de réconfort spirituel. Elles ne pouvaient pas faire appel aux dieux pour obtenir justice ou liberté, car ces mêmes dieux étaient présentés comme des partisans du système esclavagiste. Cet isolement spirituel aggravait leur servitude physique, les privant même de toute possibilité d'intervention divine ou de justice après la mort. Le réseau économique soutenant l'esclavage féminin s'étendait à tout le monde méditerranéen, créant un commerce international de la misère humaine qui éclipsait la plupart des échanges commerciaux légitimes. Les navires transportaient régulièrement des cargaisons de femmes esclaves entre les cités grecques, des négociants spécialisés entretenant des stocks d'êtres humains, à la manière des marchands de poterie ou de céréales. Les profits de ce commerce ont financé nombre des réalisations culturelles que nous associons à la civilisation grecque. Les patenants, les écoles philosophiques et les productions théâtrales qui ont défini la culture classique ont tous été construits grâce aux richesses tirées du travail des esclaves, y compris l'exploitation sexuelle d'innombrables femmes dont l'histoire a perdu le nom. La documentation de ces pratiques sont exposées avec une précision troublante, car les Grecs étaient des archivistes méticuleux qui ne voyaient rien de honteux dans leurs actes. Des contrats légaux pour l'achat d'esclaves sexuels, des comptes de ménage détaillant les coûts d'entretien des femmes esclaves et des affaires judiciaires impliquant des litiges relatifs à la propriété d'esclaves subsistent dans les archives,
fournissant des preuves irréfutables d'une exploitation systématique qui a duré des siècles. Le plus effrayant est peut-être la façon dont ce système avait profondément corrompu les valeurs morales de la société grecque libre. Les femmes qui échappaient à l'esclavage ou gagnaient leur liberté se retrouvaient dans un monde où leurs souffrances passées étaient considérées comme naturelles et nécessaires. Malgré leurs droits limités, les femmes grecques libres participaient souvent aux abus des femmes esclaves, considérant leur statut élevé comme dépendant du maintien d'un système brutalisant les autres. La banalisation des violences sexuelles contre les femmes esclaves a créé une culture où le viol était considéré comme un crime contre les biens plutôt que comme une atteinte à la dignité humaine. Les maîtres qui agressaient sexuellement leurs esclaves n'encouraient aucune conséquence juridique, car ils ne faisaient qu'utiliser leur propre propriété. La notion de consentement était dénuée de sens dans un système juridique qui ne reconnaissait pas aux esclaves le droit de donner ou de refuser leur permission pour quoi que ce soit. Cette déshumanisation systématique s'étendait à tous les aspects de la vie quotidienne. Les femmes esclaves ne pouvaient choisir leur nom, leurs vêtements, leurs heures de repas et de sommeil, ni prendre aucune décision concernant leur corps ou leur emploi du temps. Elles vivaient dans un état de soumission totale qui réduisait les êtres humains à de simples outils animés, faits de chair et de sang plutôt que de bois ou de métal. Les techniques psychologiques utilisées pour briser l'esprit des femmes esclaves étaient aussi sophistiquées que n'importe quel programme de lavage de cerveau moderne. Les nouvelles esclaves étaient soumises à des processus systématiques visant à détruire leur identité individuelle et à la remplacer par une soumission totale à la volonté de leur maître. On leur donnait de nouveaux noms, on leur interdisait de parler leur langue maternelle et on les punissait pour tout comportement suggérant une indépendance de pensée ou d'émotion. L'ampleur et la brutalité de l'esclavage féminin dans la Grèce antique remettent en question nos préjugés sur les fondements de la civilisation occidentale. Les méthodes utilisées pour maintenir ce contrôle psychologique révèlent la cruauté calculée qui sous-tend la société grecque. Les esclaves qui manifestaient le moindre signe de résistance étaient punis non seulement pour leur infliger de la douleur, mais aussi pour servir d'avertissement aux autres esclaves. Les passages à tabac en public étaient monnaie courante, les esclaves étant contraints d'assister aux tortures infligées à leurs compagnons pour se rappeler leur propre vulnérabilité. Les techniques d'isolement étaient particulièrement dévastatrices. Les esclaves rebelles étaient souvent séparés des autres et maintenus en isolement pendant des semaines, voire des mois, privés de tout contact humain, sauf lorsqu'ils étaient utilisés pour le travail ou les services sexuels. Cette privation sociale brisait de nombreuses femmes plus efficacement que la violence physique, les transformant en nombre dociles d'elles-mêmes. Les maîtres employaient des systèmes sophistiqués de récompense et de punition qui créaient des hiérarchies artificielles entre les femmes esclaves. Celles qui faisaient preuve d'une soumission totale pouvaient bénéficier d'un traitement légèrement supérieur, ce qui incitait les esclaves à surveiller le comportement de leurs camarades et à signaler tout signe de défiance. Ce système dressait les victimes les unes contre les autres, empêchant la formation de liens susceptibles de mener à une résistance collective. L'exploitation sexuelle des esclaves s'étendait au-delà des foyers individuels et s'étendait à des réseaux de prostitution organisés qui opéraient dans tout le monde grec. Ces entreprises fonctionnaient avec une efficacité commerciale qui impressionnerait les analystes commerciaux modernes, avec des prix standardisés, des mesures de contrôle qualité et des protocoles de satisfaction client réduisant la sexualité humaine à une mécanique. Transactions. Les centres de formation des esclaves sexuels fonctionnaient comme des écoles spécialisées où les jeunes femmes apprenaient des techniques visant à maximiser leur valeur auprès des clients. Elles étudiaient les préférences de différents types de clients, mémorisaient des scénarios pour divers scénarios et pratiquaient des comportements favorisant la fidélisation. Le programme était complet et terrifiant, couvrant tout, des techniques physiques aux méthodes de manipulation psychologique. La brutalité systématique des esclaves dans la Grèce antique révèle comment les civilisations peuvent élaborer des justifications élaborées pour les crimes les plus odieux contre l'humanité. Ces femmes endurcies ont bâti les temples de marbre que nous admirons aujourd'hui. Leur vie volée finance les écoles philosophiques qui prétendent rechercher la vérité et la justice. Les preuves se trouvent dans les archives de toute la Grèce, méticuleusement documentées par une société qui ne voyait aucun mal à réduire les êtres humains à des transactions commerciales. Comprendre cette histoire ne revient pas à condamner la Grèce moderne ni à rejeter les réalisations antiques.
Il s'agit de reconnaître avec quelle facilité des populations entières peuvent se rendre complices d'une déshumanisation systématique lorsque celle-ci sert des intérêts économiques et sociaux. Les voix de ces femmes réduites en esclavage ont été largement étouffées par l'histoire, mais leurs histoires méritent d'être entendues pour nous rappeler que les plus grands monuments de la civilisation reposent souvent sur des fondements d'une cruauté inimaginable.